Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 16 septembre en Afrique centrale. 1 million de personnes ont manifesté hier dans les rues d'un quartier populaire de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Leurs revendications marquaient leur opposition à toute révision de la constitution du pays et exigeaient de nouvelles élections présidentielles. Les manifestants ont notamment appelé le président congolais Joseph Kabila à abandonner le pouvoir fin 2016 comme la constitution l'y oblige. Par ailleurs, au moins une personne aurait été grièvement blessée lors de violents heurts qui ont eu lieu en marge de ce rassemblement dans l'après-midi. Plusieurs partis d'opposition au pouvoir étaient rassemblés lors de cette manifestation hier. Je vous propose d'écouter leurs commentaires. Le meeting d'aujourd'hui, c'est de dire non au glissement, non au dialogue piège, non au troisième mandat, oui aux élections, et l'opposition est convaincue, comme le peuple congolais, qu'il est possible d'organiser les élections transparentes, démocratiques et équitables dans les laps de temps qui nous restent. Le 20 décembre 2016, M. Kabila doit partir et il y aura un nouveau président qui prêtera serment ce jour-là. C'est l'essence de ce meeting d'aujourd'hui. Nous disons respect de la Constitution. Respect de la Constitution veut aussi dire, si M. Kabila tergiverse, on le fera partir, comme les Burkinabés ont fait partir Blaise Compaoré, parce que la Constitution nous donne le droit de le faire dans son article 64. À la frontière nord du pays, le Soudan du Sud peine encore à parvenir à la paix. Hier, depuis Djouba, le président Salva Kiir a carrément déclaré que, selon lui, l'accord de paix de l'IGAD, cette autorité intergouvernementale pour le développement, créait des divisions dans son pays, ravagé, vous le savez, par la guerre civile depuis décembre 2013. Les combats et les massacres ont déjà fait plus de 2 200 000 personnes déplacées. Et elles ont également plongé le pays dans une catastrophe humanitaire très grave. Le chef de l'État sud-soudanais s'est exprimé au moment même où Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, l'a invité hier mardi, ainsi que le chef de la rébellion Riek Machar, à venir à New York à la fin du mois. Objectif, trouver un véritable accord de paix durable cette fois-ci, alors que, vous le savez, le dernier cessez-le-feu a encore une fois été mis à mal par de nouveaux combats. En attendant, voici les déclarations qui ont été faites hier par M. Kiir. Ce document de paix de l'IGAD sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud crée des divisions et est l'accord de paix le plus inédit jamais vu dans l'histoire de notre pays et de tout le continent africain. Le but et l'esprit de l'accord d'Arusha ont malheureusement été ébranlés par certaines des propositions et modalités de l'accord. Il est clair qu'un véritable accord entre les parties concernées n'a pas été trouvé à l'heure actuelle et qu'il est possible qu'un accord de paix nous soit imposé. Et donc, la crainte d'une fausse paix est fortement envisageable. Autre discours présidentiel, celui de Robert Mugabe hier mardi à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Un discours qui fait beaucoup jaser. En effet, le président du Zimbabwe a prononcé par erreur le même discours que celui qu'il avait déjà donné le mois dernier devant les députés pour son adresse sur l'état de la nation. Écoutez ces extraits. La croissance économique était initialement prévue à 3,2% et est maintenant prévue à 1,5% de croissance en 2015. Ceci est lié principalement à l'impact négatif de la sécheresse sur notre secteur agricole. Le gouvernement reconnaît l'importance de renforcer nos engagements auprès de la communauté internationale.
Après la rentrée parlementaire au Zimbabwe, la rentrée syndicale au Togo. La synergie des travailleurs du Togo, ou STT, qui est l'une des principales centrales syndicales du Togo, vient d'effectuer sa rentrée sociale. Cette rentrée marque la fin de la trêve observée depuis la veille de la présidentielle du 25 avril dernier dans le pays. Nadou Olukunle Lawson, la coordinatrice de la STT, a indiqué qu'une plateforme revendicative actualisée est actuellement déposée sur la table du gouvernement. Elle était au micro de Noël Tadénion, notre correspondant sur place. Dans cette qualité de service public, il y a fondamentalement le respect intrinsèque des droits et des devoirs de tous les partenaires, les acteurs du monde du travail, à savoir l'employeur ou le producteur et les employés ou les agents publics. C'est ce que nous avons choisi de faire, l'arme que nous avons choisie dorénavant pour pouvoir continuer la lutte, parce que l'un tient en l'état l'autre, c'est-à-dire sans une qualité de service qui permet à ce que la population soit satisfaite des prestations que nous leur donnons. On ne peut pas créer une richesse qui permette d'améliorer encore plus les rémunérations. Et nous continuerons de réclamer l'amélioration de notre rémunération en faisant du mieux le travail qui nous est confié. Les points qui restent sur notre plateforme, c'est le doublement de la valeur indiciaire. On en avait discuté. C'est l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. C'est l'instauration de l'indemnité de départ à la retraite. On avait discuté de ces deux derniers, par exemple, et on avait obtenu l'accord de principe. Il reste à formaliser ces deux points. Pour le premier point du doublement de la valeur indiciaire, il nous avait été dit que le gouvernement ne pouvait pas le faire en une seule année, qu'on allait l'étaler. Donc on n'a pas formulé aussi ce point-là. Il y a le redressement de la grille sur les 2 SMIC dont nous avons parlé, qui constituaient les 280 points, qui sont là. Il y a le paiement des 20-30 000 au budget autonome de l'État, pour lequel nous avons reçu un accord le 6 juin 2013 et qui n'est pas encore effectif jusqu'à ce jour. Il y a le problème de la prise en compte des EV, des enseignants volontaires qui ont été recrutés depuis 2014 et qui n'ont pas encore commencé à être intégrés. Une partie seulement a été intégrée. Les autres ont reçu des avances jusqu'à ce jour et on n'a pas encore totalement fait. Il y a eu aussi le problème du reclassement des agents permanents qui a été effectif au cours de ce mois d'août passé. Et il y a aussi le problème des normaliens qui n'ont pas encore été pris en compte sur le budget général. Un mot de santé à présent. En Afrique, la vente de médicaments se fait parfois sans respect des normes. Au Cameroun comme au Congo, ils se vendent au coin de la rue et sur les marchés comme tout autre article. Une ordonnance médicale, bien souvent, n'est pas nécessaire. Ces médicaments coûtent moins cher, certes. Ils sont accessibles à toutes les bourses, mais leurs utilisateurs s'exposent souvent à de graves dangers. Reportage. On les trouve un peu partout dans les pharmacies comme sur les étalages qui longent les abords des rues de villes africaines. Ces médicaments de qualité douteuse et dont les principes actifs sont faibles et dans certains cas nocifs pour la santé proviennent en majorité de l'Asie et de l'Inde. Ces médicaments restent le plus prisés par les populations africaines à faible revenu. Je suis client, ça me fait au moins 6 ans que je fréquente le marché. Dépourvu de moyens que je suis, donc je vais m'en procurer de médicaments Chalina qui est à bas prix, vraiment qui soigne presque tout le monde. Parce que au moins 90% de Congolais qui vivent au produit Chalina. Ça nous arrange, malgré nos difficultés, mais ça nous arrange. Au-delà des frontières congolaises, nous sommes au Cameroun, à Douala. Le phénomène est présent. Les efforts consentis par les autorités camerounaises n'ont pas été à la hauteur de ce problème qui décidément semble avoir la peau dure à enrayer de la société. Son faible coût de vente attire bon nombre de consommateurs de toutes les bourses. La population camerounaise est démunie de moyens. Voyez-vous, le coût aujourd'hui des vieux au Cameroun est devenu trop cher. Je prends par exemple un médicament qui se vend en pharmacie à 14 000, on le trouve chez nous ici à 7 000. Les centres de santé privés, les cliniques, tous les cliniques qui sont dans la région littorale, qui fonctionnent comment? Vous savez, les médicaments au poteau. Vous savez, les médicaments du poteau, ils ne partent jamais en pharmacie. Hein? Même les hautes personnalités viennent acheter les médicaments chez nous.
Les professionnels de la santé restent inquiets sur les conséquences néfastes que procurent ces faux médicaments. Ils demeurent une arme meurtrière pour la population africaine. Ces médicaments seraient responsables de plusieurs décès. La plus grande menace dans les médicaments de rue, c'est le décès. Il n'y a que ça. Parce que parfois, aujourd'hui même, pour voir les malades qui se rendent vraiment à l'hôpital, ça veut dire qu'ils ont déjà fini d'utiliser les médicaments de rue. Ça n'a pas marché avant qu'ils soient rendus à l'hôpital. Le danger reste imminent pour les populations africaines suite à ce trafic de faux médicaments. C'est dans ces contextes que s'ouvre ce lundi à Paris une campagne internationale de sensibilisation à l'initiative de la Fondation Chirac. Nous vous le disions hier, la mine zimbabwéenne de la société CNMC a licencié 1600 employés, notamment à cause de la chute spectaculaire des cours de matières premières. Eh bien, le problème persistant depuis plusieurs mois touche également d'autres mines sur le continent qui en payent le prix fort. Une tendance qui laisse craindre des troubles sociaux, en plus d'un ralentissement économique sur le continent. Le géant minier anglo-américain Platinum a par exemple annoncé la semaine dernière la vente de 3 mines de platine en Afrique du Sud. Et justement, restons en Afrique australe, direction le Malawi. La police nationale a procédé à l'arrestation hier d'un homme dans la ville de Mzuzu, dans le nord du pays. Son délit de ce monsieur Philippe Ngouloubé, un instituteur, c'est qu'il est soupçonné d'avoir tenté de vendre une lycéenne albinos contre la somme de 6 millions de kwacha, soit l'équivalent de 9 700 € à un homme d'affaires tanzanien. Selon le porte-parole de la police nationale, la jeune fille allait être tuée pour la vente de ses membres. Dans ce pays d'Afrique australe, les meurtres d'albinos sont malheureusement monnaie courante. Alimentés par les superstitions des habitants qui utilisent leurs membres et leurs os pour les rituels censés apporter richesse et pouvoir, un squelette complet d'albinos peut parfois se monnayer jusqu'à 75 000 $, soit environ 66 000 €. Au Zimbabwe, sachez que le chasseur zimbabwéen du fameux lion Cécile vient d'être arrêté pour un autre délit. Celui qui avait organisé le safari fatal du lion abyssin pour le compte d'un riche dentiste américain aurait participé au trafic illégal de 29 antilopes rares à forte valeur marchande. L'interpellation de Theo Bronkhorst, 52 ans, fait suite à celle il y a quelques jours de 3 Sud-Africains dans la même affaire. À l'international maintenant, des inondations éclairs ont provoqué la mort hier mardi de 15 personnes, dont 6 enfants. Le drame s'est déroulé dans la petite ville de Hilldale, dans l'Utah, aux États-Unis, suite à des crues subites dans cet État de l'Ouest américain. Parmi les victimes, 12 personnes issues de 2 familles et qui se sont faites surprendre par la montée des eaux alors qu'elles étaient à bord de leur voiture. Une alerte aux crues subites était toujours en cours hier dans le parc national de Zion, un peu plus au nord, et où les 3 autres personnes ont-elles été tuées. Et alors que toujours aux États-Unis, les pompiers californiens peinent à venir à bout du gigantesque incendie de forêt de ces derniers jours, c'est maintenant au tour de l'Indonésie de lutter contre les flammes. Des feux de forêt qui provoquent des nuisances jusqu'en Malaisie voisine sévissent aussi dans ce pays. Hier mardi, le pays a déployé 1600 militaires supplémentaires pour venir à bout de ce fléau. Retour sur le continent africain pour terminer ce flash information avec la grande compétition sportive du moment, les Jeux africains dont notre chaîne Vox Africa est partenaire. En football masculin, le Sénégal s'est qualifié hier mardi pour la finale du tournoi au détriment du Congo. Les poulains de Claude Leroy n'ont pas pu tenir face aux Lionceaux. Score final 3-1. Romuald Duissot revient sur ce match. 3-1, un score sans appel par lequel les Lionceaux du Sénégal ont défait les petits Diables Rouges du Congo en demi-finale du tournoi de football des Jeux africains. Les Sénégalais ont retrouvé la marque à la 16e au grand bonheur de leurs supporters qui, malgré le petit nombre, faisaient suffisamment de bruit dans l'antre du stade Alphonse Massamadeba pour se faire remarquer. Sur le rectangle, les Lionceaux de la Teranga redoublent d'ardeur en posant plus le ballon. Tel le Mura de Chine, la défense sénégalaise est infranchissable. Les milieux releveurs prennent possession de l'entrejeu pour servir des caviars aux attaquants. Le Sénégal score de nouveau. Ibrahima Sori Keïta se fait signaler à la 36e. Le score reste tel jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, avec le recadrage de Claude Leroy, ces poulains réduisent le score à la 54e. Mais avec un milieu défensif pas solide, les Congolais concèdent un 3e but à la 81e. Ibrahima Sori Keïta signe son doublé.
Le Sénégal a gagné avec le mental. On était concentrés et on était prêts mentalement parce qu'on a un encadrement professionnel qui nous a très bien préparés, surtout sur le côté mental. Parce que c'est pas facile de jouer avec une bonne équipe du Congo et surtout qui était le pays organisateur. Pour l'encadrement technique du Sénégal, le Congo est une bonne équipe. C'est pourquoi les Lionceaux ont été préparés autrement, surtout qu'ils ont vu d'autres compétitions internationales. Je pense que le Congo demeure une très belle équipe avec des individualités très fortes. Donc ça a été un peu la clé du match. Nous, on a essayé de museler un peu les individualités et de jouer sur nos forces afin d'essayer de tenir ballon pour avoir quelque chose. Le Sénégal est venu au Congo pour remporter la médaille d'or, ce qui sera une première dans l'histoire du foot sénégalais et des Jeux africains. Voilà, c'est sur ces images de sport que nous mettons fin à ce Vox Flash du mercredi 16 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.